Qu'est-ce qu'il y a? Non, qu'il y a-t-il, vous allez me répondre. Non, j'insiste, c'est qu'est-ce qu'il y a? C'est le nom de l'association du programme dont on va parler aujourd'hui dans le podcast AWS en français. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, une semaine sur deux, Women in Tech. C'est le mercredi des épisodes qui parlent de diversité, d'équité, d'inclusion que vous allez retrouver dans toutes vos bonnes applications de podcast. N'hésitez pas à les partager. Je sais que les auditeurs, les auditrices du podcast AWS en français sont plutôt tech. Dans ces épisodes-ci, on parle plutôt de diversité, d'équité, d'inclusion, comme je l'ai dit. Vous avez des tantes, des cousines, des sœurs, des fils, des frères. Partagez-le autour de vous, dans vos connaissances. Ce sont des épisodes qui ouvrent les yeux à d'autres mondes, à d'autres réalités, et c'est pour ça que j'aime parler avec nos invités. J'en ai deux aujourd'hui, des invités. Sarah Difala, tu es chef de projet, et Morad Moradati, tu es le créateur, le cofondateur d'EvoluKit et de ce projet, de ce programme qui s'appelle Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être commencer avec ma question bateau. EvoluKit, ça vient d'où, pourquoi, comment, et puis on parlera de qu'est-ce qu'il y a juste après. Bonjour à toutes et à tous, celles et ceux qui nous écoutent. Merci Sébastien pour cette super opportunité. Et donc c'est bien, je confirme, c'est bien qu'est-ce qu'il y a? K-E-S-K avec des K, des apostrophes. Je pense. Ah oui, avec des K et des apostrophes, et qui termine par IA. Je pense que vous avez capté le jeu de mots. Vous m'accorderez la prouesse marketing du jeu de mots. C'est ça, la paternité. Alors, le programme Qu'est-ce qu'il y a vient en fait de l'association qu'on a lancée avec mon frère. Donc moi, je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle EvoluKit, qui a plus de 10 ans. On était 2 startups à l'époque à penser, à croire que la pensée informatique, la compréhension des algorithmes peut être démocratisée, comprise dès 8 ans. Et du coup, de cette vulgarisation des technologies multigénérationnelles, on s'est intéressé à plusieurs technos, apprendre à coder en ce qu'on appelle le no-code, qui n'était pas très connu avant, les imprimantes 3D, les casques de réalité virtuelle. On avait plein de technos et en fait, on crée plein de projets. En 2019, on nous confie, à Rabat et moi, l'ingénierie pédagogique dans plusieurs écoles d'ingénieurs pour faire atterrir des projets d'IA. On avait publié déjà plusieurs livres dans ces technos précédentes, et on voulait en fait mieux faire atterrir de l'IA dans des cycles master. Et donc on s'est intéressé à cette techno et on a vite vu le potentiel, et de là en fait est né un programme national qu'on a lancé avec la Banque des Territoires dès 2022, qui est à double enjeu. 1, développer des cas d'usage très concrets, on y reviendra ensuite par la suite, pour les collectivités, et 2, faire émerger, valoriser, faire briller ces talents, ces jeunes talents, ces jeunes adultes, donc des étudiants principalement issus des quartiers populaires dans ces territoires, pour créer ces cas d'usage. Et ensuite, je vous raconterai plus en détail comment ça s'articule. C'était quoi justement ce point de départ autour de l'IA? Donc tu dis 2022, c'est avant ChatGPT, avant que l'IA générative soit cool. On parle d'IA traditionnelle, en 2022 en tout cas, de machine learning comme on dit. Ce point de départ de travailler avec les collectivités territoriales et les territoires, pourquoi? C'est ce qu'on a toujours fait dans les projets avec EvoluKit. On allait voir les collectivités dans lesquelles se trouvent nos publics, les jeunes, le grand public. On avait, à titre d'exemple, tu vas comprendre Sébastien, on a opéré un big projet à l'échelle nationale qui était le Maïf Numérique Tour. Maïf Numérique Tour, comme son nom l'indique, avec la Maïf Tour, donc une tournée nationale. On a visité 150 villes et on a touché 300 000 personnes. Comment? Avec un big camion. Vous voyez tous l'émission C'est pas sorcier. Ouais, voilà. Mais on avait un grand camion qui était extensible et totalement équipé. Il y avait 3 écrans tactiles, un robot humanoïde, imprimante 3D, et on parle encore une fois avant. Et du coup, les premiers ateliers, comprendre ce que c'est une data, une donnée,
Le rôle de l'IA, ça s'est fait à bord de ce camion-là et construit avec la Maïf et avec nos équipes à nous. Donc, l'approche territoriale, l'approche locale, l'approche terrain, on l'a toujours eu. C'est comme ça en fait qu'on déployait nos projets. Il y a deux parties d'équité et d'inclusion dans ce que tu dis, c'est ce désenclavement géographique peut-être ou technologique pour certains territoires, mais vous travaillez essentiellement aussi avec des jeunes issus de quartiers populaires, tu m'as dit dans la préparation de ce podcast. Donc c'est rendre visible des talents qui n'auraient peut-être pas été visibles autrement ou aussi facilement. Alors déjà, j'aime bien ton nom. Alors déjà, je te remercie, je te félicite pour l'appellation quartier populaire et pas quartier défavorisé ou comme je peux l'entendre avec des adjectifs qui sont toujours dévalorisants. Donc c'est des quartiers populaires. Moi-même, je suis issu d'un quartier populaire, multiculturel et j'ai vécu une enfance, une adolescence très très heureuse. Hein. Donc il y a rien de défavorisé dans tout ça. On reste quand même dans des quartiers de la République. On est en France. Parce que des fois, tu vois, il y a un peu un verbatim qui est négatif, qui peut même être un peu négatif, même des fois un peu dévalorisant, des fois même un peu humiliant, ostracisant, etc. Donc oui, je te confirme, le programme Qu'est-ce qu'il y a et toutes nos actions, ils se sont toujours intéressés à ce double impact, à la fois territorial. Je te promets qu'on a fait des projets dans des petites collectivités dans les zones rurales qui étaient bien moins avantagées que des villes de banlieue, mais en région parisienne, où tu as quand même l'accès au transport, tu as la fibre, tu as tout ça. Et la jeunesse issue des quartiers populaires en région parisienne était beaucoup plus favorisée et connectée, et puis plus d'opportunités qu'une petite ville au centre de la France. Donc l'inclusion territoriale, elle est aussi très importante. Ensuite, tu as bien sûr l'inclusion sociale. Peu importe ton adresse géographique, qu'elle soit en Seine-Saint-Denis ou à Roubaix, dans des quartiers nord de Marseille, si tu as le talent, il faut que tu atterrisses où tu atterris. L'inclusion ethnique, c'est-à-dire que quand je dis ethnique, là, ou plutôt la discrimination ethnique, ça c'est les origines. Moi, je suis français, je suis né en France, mes parents sont venus en France dans les années 60, ils sont pas venus avant-hier. Ça ne peut en aucun cas jouer en ma défaveur, c'est pas possible. Tu vois, on parle des années 60, là, ça fait plus de 80 ans. Ah, donc tu vois, donc il faut que tout ça, en tout cas, il faut créer des univers, des programmes, des projets pour qu'on arrive en France, ce magnifique pays, à sortir de ça, pour créer de la valeur, c'est ce qui nous intéresse, faire en sorte que les choses avancent, que le pays avance et créer de la valeur. Donc ça, c'est un peu notre Alors sujet. concrètement, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Alors qu'est-ce qu'il y a? Je répète, hein, c'est le nom du programme avec des K, et puis une apostrophe IA. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, Sarah, peut-être? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un programme en fait justement qui va détecter, pour rebondir sur les termes de talent, du coup qui va détecter ces talents, donc des M1, des M2, Master donc des 1, Master 2. Voilà, Master 1, Master 2, excusez-moi. Du coup, donc en fin d'études, dans des profils data IA, et on va les amener à travailler avec un écosystème, donc avec des collectivités territoriales, du coup, avec des entreprises comme AWS, ou encore Thales ou La Poste. Et du coup, ils vont déployer un proof of concept, donc une preuve de concept utilisant du coup de l'intelligence artificielle, du machine learning et pas des IA génératives, de la vraie intelligence artificielle, donc machine learning, deep learning, voilà, du CNN, etc. Donc des termes très techniques qui peuvent voilà, un petit peu faire peur au début, mais pour ces M1, M2, il n'y a pas de sujet. Et du coup, faire atterrir ces proof of concept de manière vulgarisée, de manière très concrète sur les territoires avec l'aide des différentes entreprises partenaires et de tout l'écosystème mis en place du coup par le programme Qu'est-ce qu'il y a. Donc c'est un billard à 3 bandes, enfin 4 bandes, parce que vous êtes le facilitateur dans tout ça. D'un côté, il y a les talents que vous allez chercher dans des écoles. On va parler du sourcing dans un moment. Il y a les entreprises qui sponsorisent, et on va parler également de concrètement ce que font les entreprises, ce que fait AWS dans cette promotion, dans cette saison 4, comme tu l'appelles, Morad. Et puis il y a les collectivités locales.
il faut aussi aller les chercher, je suppose, les encadrer, leur souffler l'idée. Donc ça, c'est votre travail au quotidien. C'est ça, exactement. C'est ça. Pour recontextualiser, vous avez entendu Sarah. Donc Sarah, c'est la chef de projet opérationnel à double niveau. Donc on a vraiment la chance de l'avoir avec nous parce que à la fois c'est la référente technique, donc elle jacte le même langage que tous les formateurs qui sont déployés sur les territoires. Donc vous avez vu un petit extrait, hein, machine learning, CNN et compagnie. Encore une fois, c'est pas de l'IA générative assez facile, on va prompter puis faire des projets comme on le voit de plus en plus. C'est vraiment de l'IA dite traditionnelle qui existe depuis collecte de données, les années 50, analyse de données, traitement collecte de données, analyse d'où le de terme données, etc. data scientist que tu as utilisé, Sarah. C'est ça. Et du coup, Sarah, elle a cette double casquette, à la fois référente technique et surtout chef d'orchestre opérationnel, parce que la saison 4 du programme Qu'est-ce qu'il y a, en partenariat avec AWS et d'autres grands groupes, c'est quand même 7 promos, donc 7 territoires, c'est 7 fois 12 étudiants, c'est 7 grands groupes, 7 collectivités, c'est toute une articulation qu'on va détailler après, et qu'il faut orchestrer, c'est une centaine d'interlocuteurs, ça nous demande un énorme travail, on bosse comme des bœufs, on charbonne comme on dit, mais à la fin, les ambitions et les résultats, vous allez voir, vous allez l'entendre, hein, ils sont incroyables. On va parler des résultats dans un moment. Comment ça marche une saison je sais pas qui prend Morad, vous ou Sarah. Alors, le programme Qu'est-ce qu'il y a? La préparation, elle commence à la rentrée scolaire après les vacances. On revient, on est reposé, normalement on est un petit peu bronzé, et au mois de septembre, on se remet dans la préparation de la saison à venir, et une saison. Donc la préparation, c'est de septembre à février, et une saison elle commence toujours en février. De février à juin, c'est là en fait le cœur de la saison. Elle commence par un kick-off, c'est un lancement institutionnel de toutes les promos. Donc imaginez-vous, cette année, la saison 4, elle s'est faite avec notre grand partenaire, qui est la Banque des Territoires. Donc elle s'est faite au siège de la Banque des Territoires, avec 7 promos. Je réexplique c'est quoi une promo. C'est un territoire d'expérimentation. On va donc c'est une ville, une commune, une région. Une ville, oui. Mm-hmm. Et c'est une ville, c'est une collectivité. Donc quand dans collectivité, vous mettez soit ville, soit agglomération, soit métropole, soit département. Voilà, dans lesquels ce territoire va ouvrir ses services publics, les données pas... des fois, ça peut être des données sensibles, hein, si. Et du coup, les étudiants, ils vont faire atterrir leurs projets. Ça qui est superbe, c'est que c'est pas des projets d'étudiants dans les salles de classe. C'est du pratique, ça vient concret. investir les rues, les tableaux de bord des collectivités. Et quand je dis les rues, c'est les rues. Parce que dans les cas d'usage, on a des cas d'usage qui sont dans la rue. Détection des fissures sur la route. Qui vient avec les cas d'usage? C'est les collectivités, c'est vous, c'est les étudiants, un mix de tout ça? C'est une co-construction avec nous et la Banque des Territoires. On a une sorte de catalogue que tous les ans on rafraîchit et modernise. On rafraîchit, merci, on augmente. Donc au mois de février, donc ce 24 février pour la saison 4, on avait près de 150 personnes, donc 7 entreprises, 7 territoires d'expérimentation, près de 100 étudiants, les partenaires, les 7 formateurs qui sont déployés dans chaque promo, etc., etc. Ensuite, ils partent en bootcamp. Et bien sûr, c'est des consultants qui sont déjà dans des grands groupes et qui se détachent et qui posent leur congé pour venir travailler avec nous. Ensuite, ils partent une semaine pendant donc 40 heures de bootcamp où on va pas les former, parce que vous l'avez compris, avec les profils de ces jeunes talents, ils sont en école d'ingénieur, ils sont dans des écoles de management, dans des cursus spécialisés en data, en big data, en fin IA. De cycle en plus. Mais Sarah a dit master 1, master 2, donc ce sont des... Master 2, en fin de cycle, ouais. Et du coup, ils viennent faire un zoom et un focus sur leur sujet, sur leur POC. Je rappelle, un POC, c'est quoi? Proof of Concept, une preuve de concept, et une expérimentation d'IA. Et du coup, qui est, comme je vous l'ai dit, autour de thématiques utiles, éthiques, et qui va servir les services publics, le bien commun, les usagers, en fait, la société. Vous pouvez donner des exemples? Tu as parlé de détection de fissures dans la chaussée, donc, ça c'est très pratique et très concret. Alors, ces POC-là, ils ont des noms.
qu'ensuite les étudiants vont les transformer en start-up avec un marketing, avec un autre nom. Mais rapidement, les noms, c'est Prédictive Cantine, une IA qui réduit le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires d'une collectivité en prédisant le nombre d'élèves et puis d'autres paramètres. Safer Road, une IA qui détecte les micro-fissures pour faire des travaux préventifs dans la chaussée et détecter les nids de poules. Ça se discute. C'est une émission de TV. Et c'était une ancienne émission de TV et en référence bien sûr à Jean-Luc Delarue. Jean-Luc Delarue, bien entendu, qu'on aimait tous. Et du coup, c'est travailler la e-réputation et analyser les signaux dans une collectivité pour faire parler ces signaux comment dirais-je, en action publique, en pilotage avec un tableau de bord. 4, on a cyberharcèlement, donc un chatbot ou l'équivalent. Les étudiants sont très libres de créer l'outil qu'il faut pour répondre à la question du cyberharcèlement dans les collèges et les lycées et pour les jeunes. C'est l'orientation scolaire, donc une solution d'orientation scolaire, insertion professionnelle des talents et d'autres sujets. Voilà, on a près de 10. Et du coup, une collectivité choisit 3 sujets. Et voilà, donc là, on était au kick-off plus le bootcamp. Et quand on sort début mars, ils ont 3 mois pour vraiment développer leur solution, la faire atterrir au plus proche, aller dans les collectivités, faire des tests, échanger avec les services concernés, de la voirie, des déchets. On a une solution pour mieux optimiser le parcours de ramassage des déchets. Tout ce que je vous ai décrit, c'est vraiment aller plugger leur solution en conditions la plus réelle possible. Et surtout, ensuite, mettre une dernière couche, business, modèle économique, pitch deck, business plan, pour qu'ils puissent pitcher leur solution en mode start-up au mois de mai, localement d'abord. Ensuite, la meilleure solution locale, elle est présentée en finale à Viva Technologies, Vivatech, plus gros salon de la tech en Europe, devant tous les partenaires, un jury d'experts. Il y a quand même près de 5 à 600 personnes lors de nos finales à Vivatech, contre 200 personnes à 250 personnes localement. Et ensuite, lors de la finale, on va décider, en tout cas le jury va élire la meilleure solution qui sera présentée lors de la cérémonie de clôture fin juin. Et là, on désigne la meilleure solution qui partira à la Silicon Valley pour défendre sa solution, la pitcher devant des fonds d'investissement, visiter les meilleurs lieux de l'innovation comme Amazon. On était chez AWS, donc au mois de janvier dernier avec les lauréats de la saison 3. On est passé chez Google, on est passé chez les plus grands, visiter le campus de Stanford, etc. Et donc voilà, donc l'idée du programme, qu'est-ce qu'il y a? Pour résumer, c'est une saisonnalité de février à mai, préparée 4 à 6 mois en avant pour détecter les talents les plus résilients, les plus forts dans ce domaine-là, les connecter à des réseaux de grandes entreprises, des territoires d'expérimentation pour en sortir des startups, lever des fonds et aller plus loin. Le but, c'est de créer des startups. Hein. On est dans il y a un outcome extrêmement concret, extrêmement utile aussi pour les talents. Ça leur permet de les aider, de mettre le pied à l'étrier, comme on dit, pour créer leur société en sortie des études. La liste des partenariats privés sont impressionnants. J'ai noté SAP, Publicis, Société Générale, L'Oréal, Thales, La Poste, AWS. C'est pour ça que vous êtes là. Merci. Qu'est-ce qu'ils apportent outre un grand nom? C'est quoi concrètement l'implication de ces sociétés privées dans le programme? Qu'est-ce qu'il y a, Sarah? Ouais, alors justement, chacun des grands groupes, comme tu disais, au-delà d'un grand nom, effectivement, ils ont plusieurs apports. Déjà, il y a un premier apport financier, hein, très clairement, et qui permet en fait de faire vivre le programme parce que, comme on dit, le programme il est gratuit pour les étudiants, pour les talents, mais il n'est pas gratuit, il est financé en partie du coup par ces grands groupes. Il y a aussi la mise à disposition de mentors. Les mentors, ils sont là pour accompagner les étudiants, aussi bien sur l'aspect mindset, et c'est le premier aspect en fait dans lequel ils les accompagnent en fait, ils accompagnent les talents.
c'est comment les amener à pitcher, parce que toute la technique derrière, nous, elle est préparée, elle est fléchée, on leur met à disposition quand même un squelette, mais au-delà du squelette, il faut apprendre à pitcher, il faut apprendre à prendre la parole. Souvent, en fait, les étudiants, ils sont un peu réservés, ils ont peur de parler devant un public. Quand on va être une dizaine, trentaine de personnes, là, on les voit, hein, la promo, quand on les a vus d'ailleurs au sommet des fondatrices à WS ce mardi, elles étaient timides. Oui, mais non, mais moi, je vais pas trop parler et tout. Et en fait, l'idée, c'est d'éclater un petit peu ce plafond de verre et de leur dire, mais prenez la parole, vous avez toute votre place, il n'y a pas de sujet, que ce soit les femmes, les hommes ou autres. On a vraiment aucun sujet là-dessus. Et du coup, les mentors les accompagnent à ça. Et évidemment, ils vont les accompagner lors des restitutions locales. Ils vont les accompagner dans des pitchs blancs parce qu'ils nous permettent aussi d'avoir des locaux, dans leurs infrastructures. Et on se retrouve dans des grandes entreprises. Il y en a certains et certaines qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'aller pitcher chez AWS ou chez Thales ou chez La Poste ou chez Nestlé. Ils nous mettent à disposition en fait ça dans la partie pitch blanc. Et puis après, ils les accompagnent tout au long jusqu'à la Vivatech, et on les voit surinvestis quand ils gagnent, quand ils perdent, ils sont là pour les consoler, quand ils gagnent, ils sont là pour les booster. Et même au-delà de ça, quand on entend Thales qui veut effectivement faire certaines implémentations, on reviendra dessus justement sur la sortie du programme. Mais voilà, les grandes entreprises, elles ont tout cet intérêt-là avec le programme Qu'est-ce qu'il y a, et nous on a tout cet intérêt aussi. Et les groupes ne sont pas que des groupes de talents technologiques, il y a aussi un aspect business, puisqu'il faut créer un business model et pitcher. Donc vous prenez des profils différents, des profils tech et des profils qui sortent plutôt d'écoles de commerce ou de management. Ouais, les étudiants, alors il y a des profils tech, il y a des profils management, et il y a des profils aussi business. Très clairement, là, cette année, on a sourcé un certain nombre d'étudiants, du coup, sur l'aspect business. Effectivement, le sourcing, c'est un gros travail parce que le programme Qu'est-ce qu'il y a, on leur met pas mal de choses à disposition, justement, de tous ces étudiants. Mais on a besoin de s'assurer que je vais pas dire le mindset, mais que l'ambition est là, que le travail, parce que c'est pendant 3-4 mois de travail intensif pour eux. Et c'est en parallèle de leurs études, de leur alternance, de leur partiel, de leur vie, j'ai envie de dire, même s'ils la mettent un peu en stand-by à cette période-là, mais ils ont la perspective derrière. Et bon, en général, on arrive quand même bien à les sourcer. Et quand on va les sourcer, justement, c'est du coup avec les écoles, c'est en lien aussi avec les collectivités, parce qu'on a un certain nombre de collectivités qui nous disent, nous, on est sur tel territoire, on veut que les jeunes viennent de notre territoire. Et à ce moment-là, c'est les collectivités qui font un petit peu la pub, si je peux me permettre, bien que nous aussi, on a toute une stratégie avec notre agence de communication avec lesquelles on fait des publications, etc., pour quand même sourcer. Et puis après, bon, il y a tout un process qui nous permet de s'assurer que tout se passera bien en fait pour la suite du programme et qu'ils restent motivés pour l'ensemble. Alors comment vous faites justement? Tu parles d'une agence de com, etc., mais il faut aller trouver ces écoles, ces étudiantes, ces étudiants qui vont participer. J'ai deux questions en fait. Comment vous faites? Et puis une fois que vous avez identifié un pool, quels sont les critères d'acceptance dans le programme? On va peut-être commencer avec le comment vous faites. Je pense, et là je dis parce que c'est sans aucune arrogance, c'est moi qui ai eu cette vision-là, mais elle est le fruit de beaucoup d'échecs avant. On a fait beaucoup de beaux projets avec mon frère Rabat dans les anciennes versions de projets, et en fait on s'est beaucoup trop intéressé que à la techno, que à la partie structurelle du projet, et en fait on s'intéressait moins, ou peut-être on n'avait pas ce mindset-là de faire parler le projet. Il y a le savoir-faire, on est bon en savoir-faire. Vous allez taper Moradatik, Rabatik, on a publié 7 livres, on est des technophiles. Moi, je suis devenu prof de maths, mon frangin est associé, lui, il est ingénieur. On est des passionnés par les technos et la transmission. Donc encore une fois, sans prétention, on sait bien faire. Mais le faire savoir, on savait pas le faire. C'est-à-dire que, et là, quand j'ai lancé le programme Qu'est-ce qu'il y a, j'ai tout de suite vu les choses en grand. Et je me rappelle d'une discussion avec Google qui a voulu plus ou moins un peu freiner mes ambitions en me disant « Ouais, mais Maura, tu sais, c'est super, on suit ce que tu fais avec Evoluliquid, c'est super. Mais là, tout de suite, tu proposes la première saison d'un programme national. Non,
tu sais, dans la tech, il faut toujours expérimenter à petite échelle, après on déploie. J'ai dit, écoute, oui, dans l'absolu, c'est vrai, mais la connaissance terrain, j'avais expliqué ce qu'on avait fait avec la Maïf, on l'a déjà. Là, ce nouveau projet, je veux tout de suite le développer au national et voir les choses en grand, etc. Et du coup, à la fois dans le déploiement, je voyais les choses en grand, mais dans la communication, dans le marketing, dans le branding du truc, je voulais qu'on comprenne que c'est pas un petit projet d'étudiant, c'est pas un hackathon sur 2 jours, et c'est un programme structurel, etc. Et puis avec ce narratif de l'ancrage local jusqu'à la Silicon Valley, c'est pas anodin quand même, Sébastien. D'ailleurs, les lauréats de la saison 1, c'est la ville de Trappes. Et on a fait un reportage, allez tous sur YouTube, taper de Trappes à la Silicon Valley, ça fait un carton. C'est donc des étudiants de Trappes, là où, je me rappelle encore, et je vous parle de en 2026, le programme Qu'est-ce qu'il y a, c'est devenu une référence chez les grands groupes, les collectivités, les partenaires, les fonds d'investissement. Quand je viens avec mon baluchon et je dis qu'à Trappes, je vais sourcer des experts, des talents en data, en IA, on me dit ah bon, mais t'en es sûr qu'il y en a? Qu'il y en a. Qu'il y en ait plutôt. Mais pour eux, c'est pas une évidence parce que l'équation Trappes ou le quartier nord de Marseille ou la ville de Roubaix ou si vous connaissez la ville de Grigny, bah c'est pas l'équation, elle est pas associée à de l'IA expérimentale, du machine learning, elle est associée à du football, à de la musique urbaine, etc. Ça, c'est une association facile et un peu intuitive et d'ailleurs biaisée. Et donc, moi, je viens avec une approche disruptive et du coup, je vous fais un peu une sorte d'introduction et d'essayer de vous immerger avec moi peut-être dans ma tête, mais c'est pour vous dire que quand on a tout ça en tête, bah, quand on le fait parler, ça fait c'est de la nitro. C'est le premier spot qu'on a envoyé sur LinkedIn, un spot qui retrace l'histoire de Bilal qu'on avait accompagné, qui galérait pour trouver une alternance alors que c'était un génie en IA. Bah derrière, il a signé sa première alternance à L'Oréal. Après, il a signé en tant que data scientist chez Total. On a fait un spot vidéo qui part de son quartier jusqu'à sa signature à L'Oréal. Ça fait 350 000 vues sur LinkedIn. Donc du coup, on a eu des centaines de messages d'étudiants, des grands groupes qui nous ont demandé à discuter. Et tout ça pour vous dire qu'on s'est basé sur... je reprends ma phrase. Après avoir verrouillé les assets et la structure d'un programme solide, ambitieux, technologiquement, comment dirais-je, costaud, un savoir-faire terrain, d'après tout ce que je vous raconte, et ben l'équation, en fait, l'étincelle qu'il fallait faire, c'est une étincelle de communication, de marketing et de branding. Donc, je m'en suis occupé en personne sur ma page LinkedIn. Et si vous allez voir ma page Morad, M-O-R-A-D, Atik, A-D-T-I-K, bah, vous verrez que c'est assez bien documenté. Et on a fait sur le programme LinkedIn, sur le programme Qu'est-ce qu'il y a, c'est facilement 15 millions de vues depuis ces dernières années. Entre sur LinkedIn, Instagram, des médias qui ont repris. Les jeunes de Trappes qui avaient été lauréats de la saison 1, ils avaient fait plus de 4 millions de vues sur Twitter, sur le Parisien. Ils avaient fait la une du Parisien avec ces jeunes de Trappes qui mettent leurs compétences au service de leurs compétences en IA pour leur ville. Le maire de Trappes m'avait dit waouh, c'est la première fois que je vois jeunes, Trappes et IA en une du Parisien. D'habitude, c'est pas ces une là dont il a l'habitude. Donc, je vous mets l'article du Parisien, je l'ai retrouvé également, super. Il est dans les notes de ce podcast. Je reviens sur la deuxième partie de ma question. Vous devez filtrer les candidatures. Vous avez plus de candidatures que de postes, je suppose, 12 étudiants par région et par saison. C'est quoi vos critères de sélection? Du coup, pour les critères de sélection, il y en a plusieurs. C'est pas que la technique. Je sens arriver que la technique, mais non. Intuitivement, on dirait que c'est que ça, mais non, c'est pas que la technique, c'est beaucoup le mindset. Qu'est-ce que l'étudiant, qu'est-ce que le jeune talent veut faire, quelles sont ses perspectives, est-ce que il est là pour, est-ce qu'il en veut très clairement, est-ce qu'il a faim et qu'il veut clairement aller donner tout pour le programme et donner tout pour lui, pour plus tard, pour se donner toutes les chances en fait.
parce que l'a dit Mourad, c'est pas un oisillon à qui on va tout lui mettre dans la bouche. Pendant ces 3-4 mois, ils vont vraiment bosser. Donc, est-ce qu'ils ont déjà ce mindset-là? C'est le premier état d'esprit. Et on va le jauger en fait en mettant en place des webinaires, en mettant en place des actions avant le lancement et voir est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils ne sont pas là. On les invite, ceux qui postulent, puisqu'ils postulent via un lien, on les invite à participer à ces différents événements et déjà on va jauger leur motivation par rapport à ça. Après, évidemment, quand il remplit le questionnaire, il va avoir des questions sur à quel niveau d'études il se trouve, etc. Et c'est là où on va filtrer sur la partie technique. Et effectivement, il y a des tests techniques il y a de la passation de tests techniques. Donc déjà, s'il postule, s'il est là, le ou la candidate d'ailleurs, aux différents webinaires, aux différentes manifestations, s'ils sont là, s'ils passent le test technique, parce que des fois, ça arrive, on dit oui, je vais postuler, je vais en faire partie, et quand on leur dit un test technique, ils finissent par ne pas le passer parce que déjà c'est un premier frein et ils ont peut-être un peu peur, manque de confiance en eux ou X ou Y raison, peu importe, mais voilà, donc déjà c'est tous ces éléments-là qui nous permettent de nous dire est-ce qu'on peut les sourcer ou pas. Après il y a aussi cet engagement de la semaine du bootcamp qui est ultra importante. Il y en a certains qui vont me dire oui, c'est bon, moi je suis en M1, je suis en master 1, je suis en master 2, j'ai pas besoin de le faire le bootcamp, mais au-delà de la montée en compétences pendant cette semaine-là, il y a aussi la cohésion d'équipe qui se fait. Donc nous on leur dit non, tu poses une semaine de congé et puis cette semaine-là elle est obligatoire. Donc quand on sent que la personne elle vacille un petit peu, on leur dit malheureusement c'est pas possible parce que les perspectives pour les 3-4 mois qui suivent, elles vont être, on arrive quand même à jauger ces éléments-là dans cette partie vraiment sourcing qui est faite en amont. Il y a un chiffre que tu m'as donné dans la préparation de cet épisode, 41% des talents sont des étudiantes, des jeunes femmes. Yes. Alors, je suis très impliqué, c'est un podcast Women in Tech, je suis très impliqué dans la sélection de speakers, par exemple, pour des conférences. On n'arrive pas à 41% par hasard. Comment tu fais ? Alors, il y a plusieurs actions qui ont été mises en place déjà dans le spot qui a été mis en place. Même avant le spot, déjà, pour contextualiser aussi, nous, cette année, on arrive à 41%. Avant, on n'y était pas forcément. L'année dernière, j'avais la casquette de référente technique, coordinatrice technique. Donc, je gérais les formateurs, toute l'ingénierie pédagogique, donc avec des termes vraiment très techniques et la montée en compétences techniques. Je l'ai déployé donc avec Rabat du coup qui est le frère de Morad en co-construction et du coup j'avais quand même déjà ce poste-là et les étudiantes quand elles disaient la référente technique c'est Sarah, quand le formateur ou la formatrice avait une question c'était vers moi qu'on revenait, donc déjà ça décloisonne quelque chose dans le mindset où les étudiantes en fait elles s'identifient finalement et elles se disent c'est possible. Après, pendant la cérémonie de clôture, il y a une partie qui a été dédiée à ça l'année dernière, dans laquelle on a communiqué très clairement là-dessus, de manière très très transparente et vraiment le programme qu'est-ce qu'il y a, on n'est pas là pour dire homme ou femme, on est là pour voir le talent et pour voir l'ambition. C'est vraiment ça. On va pas faire un filtre et ça se voit parce que dans la partie technique, les acteurs majeurs sont Rabat et moi. Et du coup, hommes et femmes, quand on n'est pas sur est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis pas légitime. Et honnêtement, j'ai jamais eu un doute sur la légitimité quelle qu'elle soit. Et je pense que ça se ressent. Et derrière, il y a une communication aussi qui avait été faite avec du coup Banlieusard Nouveau, du coup qui est notre vidéaste. Et quand on a fait faire le spot, ça c'est Morad qui pourra compléter mes propos par rapport à ça. Le spot de la saison 4, c'est un garçon avec une fille, d'accord, qui présente. Et dans les différentes itérations qui ont été faites, au début, c'était plus peut-être les garçons qui prenaient la parole et on les a refait faire tourner le spot en leur disant non, on veut que les deux soient investis de la même manière, comme ça, il y a pas de biais, il y a pas du style la fille qui exécute et puis l'homme qui prend un petit peu les décisions, qui prend le lead. Non, on veut vraiment que ce soit pareil. Égal. C'est toute cette communication qui est faite au fur et à mesure du temps qui permet de casser ces biais et de se dire elles se sont dit je vais postuler, je vais me lancer, et elles n'ont pas postulé que dans des postes de chef de projet.
Très clairement, on a pas mal de data scientists, on a pas mal de data analystes et qu'ils ont excellé dans leur test technique et qu'ils ont excellé dans toute la phase de présélection. Vous mettez des objectifs, avoir un minimum, un pourcentage minimum de jeunes femmes dans une cohorte? Alors, pour compléter ce que dit Sarah, je reviens sur la partie branding, marketing, etc. Tout simplement, dans le format du programme tel que je l'ai décrit de février à juin, à plusieurs reprises, il y a des pitchs, il y a de la mise en lumière des profils, et je pense, le fait qu'on ait mis beaucoup la lumière sur ces jeunes talents, jeunes femmes qui pitchent leur projet à Vivatech devant 600 personnes, bah, par sentiment d'identification, c'est mon exemple pour les autres. L'exemple. Elle le fait, pourquoi je pourrais pas le faire? Elle me ressemble, elle vient, voilà, donc moi ça me pousse. Et du coup, de l'avoir bien raconté, on publie principalement sur LinkedIn. Bah, nos cibles, elles sont sur LinkedIn beaucoup, même si on a une chaîne Instagram, TikTok, etc. Mais c'est très ciblé, niché. Ça marche bien. Beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes nous écrivent après. Voilà, donc ces success stories, on les raconte bien, on les visibilise. On a eu une trentaine d'articles où à chaque fois il y a les jeunes femmes ont toute leur place. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, ouais, chaque année on se challenge. On a commencé, on avait à peu près 20-25% de jeunes femmes. Ensuite, ces dernières années, c'était entre 30 et 35, ce qui est quand même, par rapport à la moyenne nationale qui est plutôt autour de 20, c'était pas mal. Et c'est mieux que les résultats des entreprises ou d'autres intervenants que j'ai eu à votre place dans ce podcast, bien sûr. Là, c'est 41% cette année. On casse la baraque. Je suis très, très content. Sur les près de 100 étudiants, il y a 40 étudiantes. Et encore une fois, qui sont pas reléguées à des postes, c'est des codeux, data scientists, data ingénieurs, très, très techniques. Alors, vous avez fait vos preuves, la saison 4 est en cours, on en a parlé, vous avez déjà 3 saisons derrière vous, avec des startups qui ont été créées, des étudiants qui ont trouvé du boulot dans des grandes entreprises. Comment vous voyez le futur au-delà de la saison 4 ? Il est un peu trop tôt pour parler des résultats de la saison 4, elle vient de commencer, ils commencent à bosser pour leur projet de 3 mois. Mais comment vous voyez saison 5 et au-delà ? Alors, pour faire un petit pas en arrière, les 2 premières saisons, l'objectif, c'était juste d'expérimenter de l'IA en situation réelle. On est en 2022-2023. L'IA générative n'a pas explosé. On se pose encore la question de la pertinence de c'est quoi l'IA, ça sert à quoi? Nous, en tant que vulgarisateurs de techno, de contenu, on voulait montrer que l'IA, ça sert à des choses très concrètes. Ouais, ChatGPT est arrivé fin 2023, je remets en contexte. C'est ça, exactement. Ensuite, l'année dernière, on se dit, en fait, c'est même pas nous qui se disons ça, c'est que les projets, ils fonctionnent très bien. Ils viennent tout seuls. Encore une fois. Ouais, applicatifs, ça donne des applis, ça donne des dashboards, donc des tableaux de bord. C'est des vrais outils. Et en fait, les questions reviennent dans les jurys. Mais c'est quoi le modèle économique de ça? Mais j'étais obligé d'à chaque fois expliquer, écoutez, c'est pas la question. L'idée, c'est juste évaluer technologiquement une techno. Ah, d'accord, ok. Et là, en fait, on se dit, mais il faudrait aller plus loin que l'expérimentation terrain, il faudrait étudier le modèle économique derrière. Donc l'année dernière, on donne la possibilité pour ceux qui le souhaitent, se dire, écoutez, vous faites votre projet, vous allez grandir à travers ce projet, vous allez vous ouvrir un réseau incroyable. Et les jeunes le disent, waouh, mais j'ai des contacts, maintenant j'ai le numéro de la responsable là, chez AWS, l'autre qui est avec Thales, il assiste au COMEX, ça leur ouvre des portes incroyables. Ça, c'est déjà une bonne chose. 83% des étudiants qui sortent du programme Qu'est-ce qu'il y a, ils sont en alternance, premier job dans les partenaires et partenaires de partenaires, ou avec la visibilité qu'ils ont, ça leur facilite l'accès à un premier job. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Mais l'année dernière, on dit, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller plus loin, lancez votre startup. Donc, sur la quinzaine de projets qu'on a menés l'année dernière, 3 startups ont émergé. Une qui s'appelle Anid, et qui au départ était une solution pour lutter contre le cyberharcèlement auprès des collégiens et lycéens. Mais Thales, donc eux, c'est des étudiants de Gennevilliers, et leur entreprise marraine, c'est Thales. Et Thales a dit, mais en fait, nous, ça nous intéresse. On veut aussi
étudier la question du burn-out, du stress au travail, du harcèlement. Est-ce qu'on peut aussi créer une solution testée? Et du coup, là, ça a été validé pas plus tard que fin février pour une expérimentation sur un large périmètre et à la fin une commercialisation. Deuxième projet, Parcours-Sûr. C'est des collègues à la solution que j'ai décrite qui s'appelle Parcours-Sûr. Je pense que vous avez la ref. Vous connaissez tous Parcours-Sup. Là, c'est Parcours-Sûr. C'est sur l'orientation scolaire et c'est un outil d'IA pour questionner avec de l'IA générative les parcours des étudiants, des collégiens, les inspirer, leur montrer toutes les possibilités possibles et imaginables sur leur orientation scolaire et professionnelle. Et 3, c'est Citymood, tenez-vous bien. Donc startup, c'est la première startup qui a été créée à la suite du programme, c'était fin août et début septembre. Et ils ont tellement été bons qu'ils ont été repérés par les investisseurs de Qui veut être mon associé. Ils sont passés sur M6 au mois de janvier, donc vous pourrez même aller voir donc Citymood dans l'émission Qui veut être mon associé. Donc ça, c'est un peu les 3 premières startups qui ont émergé. Donc cette année, sur les 22 projets du programme Qu'est-ce qu'il y a, on vise 50% de sorties en startup, donc une dizaine de startups sortiront de ce programme-là. Et du coup, vous l'avez compris, l'idée du programme Qu'est-ce qu'il y a dans les saisons à venir 5, 6, 7, c'est que le programme Qu'est-ce qu'il y a, c'est une sorte d'appel d'air des talents dans la data, dans l'IA, donc niché, bien sûr, data et IA, pour les collectivités, les services publics, en fait, que ce soit une grosse opportunité de tester sa solution en conditions réelles pour faire émerger des startups. Donc, je bosse déjà avec la Banque des Territoires sur des fonds d'investissement sur financer une sorte de startup studio pour, en fait, aller assurer la continuité des startups qui émergent et qu'ils n'aillent pas dans des incubateurs à droite à gauche, mais nicher des solutions utiles, éthiques dans la data LIA avec ces profils qu'on décrit depuis tout à l'heure. Vous allez créer votre incubateur de start-up, c'est le but? C'est ça, exactement. Une occasion unique qui est donnée à des talents en collaborant avec des collectivités territoriales d'un côté pour trouver des projets, avec des grands groupes, des grandes entreprises pour mettre en œuvre l'IA et pas l'IA générative uniquement, la vraie, la pure, la dure, celle des data scientists, l'apprentissage machine au service des collectivités territoriales. Merci Sarah, tu es chef de projet, Sarah Difala, chef de projet chez Qu'est-ce qu'il y a avec des K et une apostrophe IA, et je vous mets les liens évidemment dans le site web et dans les applications de podcast. Et Morad Atik, tu es cofondateur de EvoluKid qui a créé ce projet Qu'est-ce qu'il y a également. Merci de nous avoir expliqué les détails de ce projet. Je voulais d'abord te remercier Sébastien pour cette opportunité, remercier AWS qui est partenaire de la saison 4 et tous les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. C'est une sorte d'appel, que vous soyez du coup dans une entreprise, un fonds d'investissement, Morad Atik, donc allez sur LinkedIn, contactez-moi et je serai, si ça vous a parlé, si ça vous a inspiré, je serai très heureux d'échanger avec vous pour vous détailler notre approche et comment vous pouvez vous aussi être acteur de ces projets de transformation. Merci. Et le lien est évidemment dans toutes les applications de podcast et sur le site web. Vous scrollez un peu ce lien-là, mais tous les autres de tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode également. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous dans 2 jours déjà avec un nouveau numéro du podcast AWS en français. On parlera d'une start-up, justement, qui s'appelle Aura Areo et comment on construit des avions et on conçoit des avions dans le cloud, uniquement en numérique. On va parler d'HPC, de dynamique des fluides et de tas de choses comme ça. J'ai appris plein de choses dans l'enregistrement de cet épisode. Ça sera vendredi le 20 mars dans toutes les bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.